cinéma. Il expose régulièrement dans Lille. La dernière expo était à l'Artothèque. Il a des œuvres dans la collection de l'Artothèque, dans la collection de Saint-Pierre. Il est aussi chercheur associé à Apilab. Et quoi d'autre? Et il est responsable de la revue en ligne, enfin le futur projet de la revue en ligne qui s'appelle Déclic. Donc il est chargé de mission sur ce projet. Et puis voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce qu'on a tout dit? C'est toi, tu vas dire le reste ensuite. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, cette conférence s'intègre dans le cycle dont je vous ai parlé lorsque Alain Sérafine a fait sa conférence. C'est un cycle qu'on a construit avec l'Artothèque du département. Donc, il y aura deux grands axes. Donc, des artistes un peu anciens de la génération d'Alain Sérafine. On aura Alain Padot au mois de décembre. On aura Henri Maillot. Donc, peut-être des noms dont vous n'avez pas entendu forcément parler. On aura aussi Myriam Omar Awadi, Pascal Simonet. Et on a aussi, donc l'autre axe, c'est des artistes plus jeunes, dont Mounir. Voilà, donc ça nous fait deux angles d'attaque en fait dans ce travail avec l'Artothèque du département. Voilà, donc je vais te passer la parole et je te remercie. Bonne conférence. Merci beaucoup, Patricia, pour l'invitation. Je crois que moi, je peux enlever le masque, c'est ça, pour parler? Vous êtes assez loin, normalement. Bah, je vais découvrir mon visage. Désolé pour... donc, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant d'avoir son image en même temps, mais je vais faire avec. Donc, merci de cette présentation, Patricia. Merci de cette invitation. Bah, je ne vais pas répéter ce que Madame la directrice de l'école a dit, donc je vais peut-être directement vous présenter le sujet de cette conférence. Enfin, je vais parler de ma pratique d'artiste. Comme vous l'avez peut-être compris dans la présentation, j'ai deux types de pratiques en fait. J'ai une pratique d'artiste plasticien plutôt vidéaste, comme je suis issu comme vous du système des beaux-arts. Et j'ai une pratique un peu plus université académique, puisque je me suis lancé dans un projet de doctorat, un projet d'écriture sur le cinéma japonais qui est plutôt historique et esthétique. Comme je traite un peu de la relation entre l'esthétique et l'histoire, en fait, et les institutions. Et donc là, je suis plutôt avec ma casquette d'artiste plasticien. Donc, je vais vous parler de ma pratique. Mais je vais aussi vous parler, comme je dois parler, que j'ai quand même derrière moi des références un peu théoriques. Je vais mêler un peu quelque part, parce que là, je suis dans une situation un peu bizarre où je dois parler de ma pratique plastique et en même temps avoir un discours construit un peu, pas totalement théorique, puisque c'est plutôt un partage d'expérience. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques ou parler d'une manière académique. Je vais plutôt vous parler de mon vécu de praticien. Donc voilà, bah, je vais me lancer. Donc, comme je l'ai dit, je suis vidéaste. Donc, la vidéo, c'est, peut-être vous avez commencé à en pratiquer vous aussi aux Beaux-Arts. Donc, la vidéo, c'est mon médium principal. Je dirais même que c'est l'essentiel de ma pratique. Alors qu'aux Beaux-Arts, généralement, on nous encourage à essayer plusieurs choses. Moi, dès mon entrée aux Beaux-Arts, dès ma première année, j'avais une idée en tête, c'était la vidéo. Et cette idée en tête, elle était due au fait que j'étais très attiré par le cinéma, par le cinéma japonais en particulier, et que je voulais quelque part, par défaut de faire une école de cinéma, peut-être que j'ai fait une école d'art, mais au départ, en arrivant, je ne m'étais pas dit, enfin, je ne m'étais pas formulé la chose exactement comme ça, mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, la pratique de la vidéo aux Beaux-Arts était certes différente de celle, enfin, de ce que j'imaginais du cinéma, mais il y avait des recoupements, il y avait des questions, il y avait aussi une circulation en fait entre le monde du cinéma et le monde de l'art contemporain. Une circulation évidente en fait, dans le sens où des artistes qui commencent dans le cinéma, par exemple, je pense à Chris Marker ou Jean-Luc Godard, des grands noms comme ça, peuvent à un moment de leur carrière montrer des travaux dans des expositions à Pompidou, au Musée d'Art moderne, etc. Et vice-versa, des artistes qui commencent plutôt dans l'art contemporain, je pense à Steve McQueen par exemple, peuvent finir dans des salles de cinéma. Donc il y a une circulation entre ces deux milieux.
une circulation qui fait qu'en finalement, je me suis retrouvé aux Beaux-Arts à tenter de donner sens à ce que j'avais trouvé en regardant des films plutôt de cinéma, mais dans un cadre d'art contemporain. Donc c'est un peu comme ça mon parcours, c'est comme ça que c'est constitué. Donc voilà, et pour en venir spécifiquement à la thématique que j'ai choisie pour cette conférence, c'est une thématique assez précise. C'est une partie de ma pratique vidéo, puisque ma pratique vidéo, elle est, certes, je reste sur un seul médium, mais j'aborde différents objets, différentes thématiques, différents motifs. Je filme dans des lieux très différents. Ça peut être le Japon, ça peut être la France métropolitaine, ça peut être ici à La Réunion. Mais j'ai choisi de me baser sur ma pratique liée aux Comores, aux îles Comores, parce que je suis d'origine de là-bas, même si je suis né en métropole, j'ai surtout vécu à La Réunion, mais je suis d'origine des Comores. Et donc, cette origine-là, elle est très importante pour moi aussi dans ma manière d'aborder mon médium. Et donc, d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez peut-être lu le résumé de cette conférence. En fait, mon attrait pour les Comores et pour une pratique en particulier aux Comores, c'est-à-dire celle du conte, en fait, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, le conte comorien, les légendes telles qu'elles sont racontées par la population d'une manière spontanée, plutôt à destination des enfants ou destinées plutôt à nourrir un certain folklore. Ces légendes-là, en fait, elles ont intégré mon travail par un biais auquel je ne m'attendais pas, en fait. C'est-à-dire, moi, au départ, je ne m'intéressais pas aux contes, je ne m'intéressais pas aux légendes, à l'oralité comorienne. C'est en rencontrant des anthropologues, des ethnologues japonais, qu'en fait, je me suis retrouvé à m'intéresser à ces pratiques-là. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de très curieux. C'est que des personnes ce qui m'a permis de me tourner vers quelque part, une part de mes origines, est due à une rencontre avec des gens qui sont absolument pas de ce lieu, des Japonais qui s'intéressaient à la zone océan Indien et en particulier au conte comorien. Donc, c'est par leur biais que j'en suis venu à filmer des conteurs et à m'intéresser à une part de la culture de mes parents qui était restée là en latence sans que j'en fasse quoi que ce soit avant cette rencontre. Donc, je vais d'abord commencer, puisque j'ai parlé d'anthropologie, par une citation qui résume un peu ma relation à cette discipline. Je vais lancer la citation, puisque j'aime bien comment je fais ça. Claude Lévi-Strauss relève la naïveté ou l'insuffisance de la vision occidentale, qui considère avoir atteint le point le plus élevé de la civilisation et répartit l'ensemble des autres sociétés humaines sur l'échelle de valeurs déterminées par elles-mêmes. À ses débuts, l'anthropologie française fut particulièrement active dans l'élaboration du mythe d'une identité nationale et cautionna scientifiquement la mission de l'Empire colonial français par sa doctrine de l'inégalité des aptitudes à la civilisation. Lévi-Strauss rendit ses lettres de noblesse à cette science et fit tomber le leurre d'un modèle de civilisation, dont les fondements remplissent une fonction semblable à celle du mythe. Ouvrez les guillemets. L'anthropologue invite seulement chaque société à ne pas croire que ses institutions, ses coutumes et ses croyances sont les seules possibles. Il la dissuade de s'imaginer que du fait qu'elle est droit d'homme, ces institutions, coutumes et croyances sont inscrites dans la nature des choses et qu'on peut impunément les imposer à d'autres sociétés dont le système de valeurs est incompatible avec le sien. Fermez les guillemets. Donc, j'espère que du côté du Zoom, vous avez bien entendu la citation. Donc voilà, en fait, c'est une vision d'anthropologie. La citation est tirée d'un... Je vous ai parlé du Japon, ce n'est pas un hasard. Donc, c'est tiré de ce livre. En fait, c'est un livre c'est une traduction d'un texte de Motoori Norinaga, Le Fou à la Kang. Et c'est l'introduction de Dominique Thomas qui présente ce texte-là, en fait, parce que ce texte date
enfin, il date de la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc c'est un texte plutôt lointain. Mais l'introduction nous permet en gros, de contextualiser ce texte-là par rapport à des enjeux qui sont très actuels, en fait. Certes, c'est Lévi-Strauss qui est cité, mais les enjeux nous concernent actuellement, c'est-à-dire, voilà, il y a pas mal de polémiques autour en ce moment, de la colonisation, post-colonisation, etc. Donc, en fait, quand je choisis les Comores, j'ai ça en tête, en fait. J'ai ça en tête. C'est-à-dire, j'ai été formé dans une école d'art plutôt française, académie française, une formation plutôt à partir de l'image, parce que c'est les arts plastiques, c'est les arts visuels, une formation plutôt liée à ce qu'on appelle les beaux-arts, c'est-à-dire une hiérarchisation des arts qui est issue, je dirais, de l'histoire du 19e siècle en France, puis en Occident. Donc, j'arrive avec ces anthropologues à la fois dans une discipline qui m'est différente, en fait, ce n'est pas les arts plastiques, c'est l'anthropologie, et face aussi à des objets qui ne sont pas des objets esthétiques qu'on a l'habitude d'étudier en école d'art, c'est-à-dire ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire les contes comoriens, en fait, les contes comoriens, les histoires, les légendes comoriennes, et il a fallu que je les intègre à ma pratique, en fait, mais que je les intègre sans pour autant en faire des objets d'étude, en fait. Je ne suis pas en train de... Au moment où je filme, je vais vous montrer des extraits assez vite, au moment où je filme des contes comoriens, j'évite d'en faire, comme pourrait le faire un scientifique, un objet d'étude, dans le sens où on n'est plus... Enfin, je ne cherche pas à en déterminer la structure, à en déterminer l'histoire, à en déterminer, je ne sais pas, des archétypes, en fait. Quand je filme un conte, je le filme en tentant de rester dans mon domaine, de rester dans les arts plastiques et dans l'art vidéo. Donc, je vais vous montrer, un premier extrait, puis je vais le commenter. En espérant qu'il va passer du côté de partager l'écran. Okay. Et là, okay, je le mets là-bas. Et là, tu peux me le lancer du coup. Je vais le mettre en grand écran. Oh, désolé. On va lancer tout de suite. C'est bon. Bah, c'est bon, lance-le.
haini mrume yabe shiweka kitu katsokere yamle kutsumrazi hata usiku latso kanzi hono mndu habela msujuma hono mndu havaya ngondo sasa halafu bahari boya munanga le atsonya amaza wala ni mrume ni wazana mrume waza njoro ngola lona anola jebala yambe wandu hose ba wandu hose wende warenge mwana wola mwana bebe wambise ne mwana ni mrume wola yabake nende wahezwada ne mru wola bala lila sera hula huka mji uloli wapia ne mru wola yamhezadari ni bala angojua rahafeli hanezedari hindama yanzi habaki bala hatose kulawe hansa mokana mkensi banu munlinde banga mroho nede na pare uwandwa hangu wajaje wahanjie waje olamnie na konsevanu munlinde manola wasalaba kwatsesha mrudisa kwatsuwa na mlemngu wamone lawonda kwatsina sura ni mlemngu wamona nje usone bomdasi wanala wakahunda nibakela ngasina ngiba nhunuka ronono ojwa wala hari watsesha mro hapa kwa kwatsuwa nemndo wekawa kwatsuwa nemndo watsunda mbukuku haruma mfa wabwe hanjia ndola ngeba nao unuhuka mji uwuli wapia ninaseraba nina nasera malaka ndapara wanu waje wamleni wanawala waju hawabalai mumza uramenza membe kama balinzi yendi arowanala barasebala wakona kwa wamba kwa leo vano kama na mdundo azemea ambao kaanga mjua huenda mwende mwarenge bata kudishi kwa sumu ya pia nditunze sumu na msoshidunga na mtakeleza zaidi sana wahewa na wala wajua wafanya mtenzo werongoza nzorame hayi karasure ngabe ngithele wawe nza ono labe yala ngaba ngithele wawe ata wona mnana niyambe banga ibanga sorure ngabe uthi thobo yala ngawenda atsonda lelishe khona walanda wantu wakauja waje waone wawa waonare na wala mtu atsalimala rebeni banya ho ngo bana shaka kwa tushimutiro kwa mtselena mbele kanji so bana tia kanji yeba kokongo nobe kongo wala personnellement je veux rien changer. Je sais pourquoi vous vous présentez aux élections, c'était une de mes questions. Ah, merci. Maintenant, je vais vous poser tout de suite les questions qui fâchent, puis après on posera les questions qui permettront de développer votre programme. Et si vous êtes élu, est-ce que vous changerez le code pénal, le code civil, pour des lois islamiques? C'est une question que les gens se posent. J'ai déclaré ce qu'on aura besoin avec la nouvelle technologie. Il y a des machines. J'ai des catalogues. Je ne sais pas si sur Zoom on est revenu à ma voix. Normalement c'est bon. C'est revenu sur ma voix Zoom ou Ok, donc c'est bon.
Voilà, premier extrait. Donc d'abord, je vais un peu plus. Donc maintenant, vous avez un objet, vous avez vu, vous avez vu une forme. Ce travail-là, en fait, je l'ai fait. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le politique. C'est-à-dire, vous avez bien vu là, en avançant, qu'il y a deux discours. Là, le petit bout que vous avez entendu en français, c'est un discours de candidat à une élection présidentielle. Sambi, c'est celui qui deviendra président des Comores je crois qu'on est en 2006. Il devient 2006-2007, il devient président des Comores. Donc en fait, ce qui m'intéressait, c'est plutôt les élections présidentielles aux Comores, puisque j'étais plutôt dans des thématiques politiques, et les discours m'intéressaient. Mais j'ai rencontré une amie japonaise qui travaille avec ces anthropologues-là et qui me dit, elle, ce qu'elle veut aux Comores, elle veut m'accompagner aux Comores, et ce qui l'intéresse, c'est les contes. Donc le contexte, c'est un peu ça. Je vais aux Comores au départ en me disant, moi, c'est les élections qui m'intéressent, puisque l'histoire politique du pays m'intéresse, et l'histoire des institutions politiques, parce que voilà, c'est des histoires de... c'est des thématiques qui à l'époque, dans ma vie, me bousculaient, donc les thématiques plutôt politiques. Et cette japonaise-là, elle veut plutôt des contes. Elle veut des contes, et je me dis, donc, elle veut du folklore, elle veut en faire un petit livre après, puisqu'elle voulait contes des Comores et de Madagascar. Et donc, on arrive avec ces deux points de vue différents aux Comores. Et moi, je me dis, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant de croiser deux types de discours. Un discours plutôt mythologique, plutôt destiné à endormir l'enfant, et un discours plutôt politique destiné à endormir l'adulte. Donc, en fait, je mêle ces deux types de discours-là. Et à un moment de la vidéo, en fait, on suit, parce que vous avez peut-être remarqué qu'en fait, quand on comprend bien le comorien, on se rend compte qu'il y a des moments où la voix elle est noyée dans les vagues, en fait. La voix de la conteuse est noyée dans les vagues. Donc, on ne saisit pas l'ensemble du texte de la même manière constamment. C'est-à-dire, il y a des moments où le texte est parasité par les éléments, par l'eau. Il y a des moments où la voix est beaucoup plus basse. Et du coup, je dirais que le conte, il arrive en tant que texte, mais en tant que rythme aussi, le rythme de la voix, le rythme de tout le montage sonore qu'il y a autour, les éléments, etc., que j'ai choisis. C'est-à-dire, au départ, vous êtes rentré sur la pluie, après, vous arrivez sur l'océan, donc je garde le bruit des vagues. Donc, ce qui va me permettre de faire du texte une matière plastique, je dirais. Voilà, une matière plastique. Donc, c'était mon objectif, c'est que le texte en lui-même ne soit pas juste un objet d'information, puisque finalement, ce qui peut peut-être intéresser un anthropologue ou un sociologue ou une personne qui étudie des textes issus d'une telle culture, c'est le sens des textes, c'est-à-dire le sens, qu'est-ce que racontent les textes, à quel contexte ils renvoient, est-ce qu'on y retrouve des archétypes qu'on peut retrouver dans d'autres aires géographiques. Tout ce genre de choses-là ne m'intéressait pas. Voilà, tout simplement, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'instant, au moment où j'entends un conte. Ce qui se passe, c'est que je vais être bercé par la voix, je vais être emporté par le sens direct, en fait, pas le sens technique qui peut devenir un sens pour ethnologue ou pour sociologue, mais le sens magique du texte, en fait, quelque part. Mais ce sens magique-là, il ne doit pas juste rester, pour moi, qui me réapproprie le texte, il ne doit pas juste rester dans l'horizon de sens que crée la conteuse, mais doit aussi rentrer dans l'horizon de sens que crée ma pratique plastique. C'est-à-dire, il faut que mon montage vidéo, ma manière de rythmer mon film, ma manière de choisir des plans, rencontre ce texte. Et cette rencontre-là doit produire un nouveau type d'esthétique, quelque part, puisque, comme je disais au départ, ces contes-là, c'est des contes qui remontent assez loin, qui remontent à des traditions assez lointaines, et c'est des textes qui ont été transmis plutôt à l'oral, de personne à personne, et qui n'ont pas rencontré des pratiques. Je veux dire, ce n'est pas des textes qui ont été, par exemple, traduits en cinéma ou qui ont été captés par des dispositifs à prétention art plastique tels qu'on les entend dans les beaux-arts. Mais là, du coup,
en arrivant sur ce terrain-là, moi, il fallait que je ramène mon œil de plasticien dans cette rencontre-là, mais il fallait vraiment que ce soit une rencontre. C'est-à-dire, il ne fallait pas que je réduise le texte à rien. Il ne fallait pas non plus que le texte soit juste prélevé comme objet informatif. Donc, en gros, c'était mon ambition, c'est ce que je tentais de créer là-dessus. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à présenter ce travail-là dans 2 types de contextes. Je vous ai parlé au départ de ma rencontre avec les Japonais. Donc, dans un contexte où, quelque part, moi, en tant que plasticien, j'attendais ce type de contexte-là, c'est-à-dire plutôt un contexte d'exposition d'art contemporain ou de projection dans des cadres de festivals de cinéma. Donc, je crois que la première projection de cette vidéo-là, c'était plutôt à l'Artothèque, puisque voilà, c'est des gens de l'Artothèque. Donc, la première projection de cette vidéo-là, c'était à l'Artothèque en 2006. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je le filmais, je savais déjà que j'allais exposé à l'Artothèque, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, le premier cadre de projection de ce travail-là, c'est plutôt art contemporain, c'est Artothèque. Le deuxième cadre, ça intéresse des chercheurs japonais, qui viennent me voir, ils me disent, eux, ils veulent, avec moi, continuer à prélever des comptes, et du coup, ils veulent que j'aille à Tokyo avec ce travail-là, dans leur institut, pour présenter ce travail-là, mais eux ne le voient pas d'un œil plasticien. Ils le voient, ce qu'ils vont prélever dedans, c'est pas, même si je devine bien que chacun, en dehors de la discipline, a sa sensibilité, puisque voilà, c'est pas des robots, les scientifiques. C'est-à-dire, ils ne sont pas face à l'objet dans une pure attitude disciplinaire. Ils ont aussi bien vu que c'était un objet qui venait des arts plastiques, donc il pouvait être saisi avec d'autres modalités de réception. Mais en gros, j'ai vu ces 2 contextes-là. Un contexte où l'objet était plutôt voilà, public art contemporain, public esthète, et un objet cadre de présentation, conférence dans un cadre institutionnel, Institut des langues, culture d'Asie et d'Afrique, d'Université des études de Tokyo, enfin des études étrangères de Tokyo. Donc voilà, c'était plus quelque chose de scientifique. Donc eux, ils ont prélevé ce qu'ils attendaient de ça d'un point de vue scientifique. Donc, j'ai eu cet objet-là qui a traîné dans ces deux contextes-là. Et moi, je trouvais ça intéressant de me retrouver dans 2 contextes différents et dans deux types de disciplines différentes et dans 2 types de discours différents, puisqu'en fait, la réception plutôt esthétique dans le cadre de l'art contemporain n'a pas les mêmes modalités de discours que le type de réception dans un cadre ethnologique ou même, en fait, le chercheur avec qui je travaillais, Oda Junichi, en fait, certes, il était ethnologue, mais il était surtout sémiologue. Donc, lui, en fait, quand il s'agit d'analyser des objets plastiques, parce qu'en fait, il ne s'est pas contenté d'analyser des textes littéraires, il a aussi analysé des morceaux de musique et des films. Donc, en fait, quand il analyse un objet comme ça, lui, quand il analyse le texte, voilà, les textes internes, les contes, il analyse vraiment leur structure, c'est-à-dire en fait, il va même en fait, il dépersonnalise totalement la réception du texte, parce que lui, il est sémioticien, mais sémioticien informaticien, et il utilise souvent l'intelligence artificielle pour décomposer les structures de texte, en fait. Donc, il va par exemple prélever plusieurs contes comoriens, voir quels sont les éléments récurrents, quelle est la structure les antagonismes à l'intérieur du texte. En gros, il va complètement dépersonnaliser le texte dans sa manière de le lire. Ça, c'est son côté sémioticien ethnologue. Alors que moi, jusqu'à présent, dans le contexte des arts plastiques, en fait, ce qui devait primer, ce n'était pas l'analyse technique du texte ou sa décomposition pour voir en gros les structures, le côté logico-mathématique du texte. C'était beaucoup plus, comme de tous, en fait, quelque part ici, c'est une réception sensible, que je dirais. C'est-à-dire ce qu'on attend d'un texte ou d'une œuvre d'art, c'est qu'elle s'adresse finalement à notre personne, parce que je dirais, enfin pour dire grosso modo, qu'on soit ému, qu'on soit atteint par l'histoire, etc. Donc, ce n'est pas le même type de réception. Donc, c'est ça qui m'intéressait dans ces différences de disciplines. Donc, voilà.
Donc, il y a eu ce moment de la réception, il y a eu un moment de commande aussi, c'est-à-dire un moment où, suite à la présentation de ce travail, on m'a dit, et si on y retournait aux Comores pour faire une nouvelle production vidéo, mais cette fois, voilà, ILCA, et à l'époque, la recherche en école d'art se structurait. Donc, c'était en 2010, en fait. La vidéo là, que je vous ai montrée date de 2006. La vidéo d'après de compte que je vais réaliser avec toujours voilà, dans le cadre d'une coopération ILCA Beaux-Arts, parce que j'ai tenté de réunir les deux dans mon travail. Donc l'autre vidéo, voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est beaucoup plus courte. Elle est vraiment faite dans un cadre où ce qui prime, ça va être la présentation. Finalement, il faut que... Enfin, j'ai une forte charge, je dirais, dans ma tête où je me dis c'est un travail aussi destiné à des ethnologues. Donc voilà, enfin, je vais vous montrer cette vidéo-là, qui est peut-être un peu moins affirmée esthétiquement, mais je tente quand même, dans ce travail-là, d'y mettre une touche esthétique. Voilà. C'est celui-là. C'est ça. Bayola mbaba hapashia hata sikila kahuja ajaba ula mwana mzazi katika ulovenzi ula mwana bayola mbaba taka ujaringa ula mwana msisingamani bayola mbaba be mwana haroha katibana hendo mjini bakibala hata hendo mjini ni wakati hela ta ula mwana hili ula mshalani kanjelo mshalani raja baba mzazao kani vede ani sisingamani ani hola majamoronia Paisanya ulam baba hendak ulam shalan hendak dibuat ulam mana hampir sahau lebih dari penari ambahu waiha. Okay. Wazamana kumpara shibara kaola kalata alola uhawahula wakama tajiri alola vala alola vala akana boila usuka akana boila upasi akana boila ulea akana boila upiha akana boila ubea akana boila uruma akana boila usekua unigodana msikubala ola kumsuka usisamzadzahe ambaye wini herjeri mtunde ela mwana la mme wangu kwenda hapi kwenda msikitini wakuswali wakusoma kuja nsalimia wala maboi wa juha wende wambia mzadzahe mzadza makana ikatina mna usongo rumeshe hitwa bakana kartujua bakarjaona abena mregesinia inu nje mfini herjeri mtunde aba mtimdunge wende wakanti hali hata warengele sinia wafinia wamrenge hende wamta rumeshe twa persosoko watowa
atoreleha wakamilia atokamilia esaila mwanashibarakaoneha karibode mwanashibarakaoneha wanisore mama goma vala wamvaze dhahabu akati vala wetada jude ne mrumahe wakanti vaheola boyi alisorinrinra ajue kaunjoka ulawa yafu vanzadzahe wamuzisa ambele boyi lila mwanzori mrende aba mwanzo yachilwarumwa mkoba hantu waonziani wadosi waningweda yaholerwe majankudi yapulwe mabele wanahe wapishi wa wale ikahafweda alatsuombwani dizo mabele alapuliwa wadopishio wana. J'espère que ce Zoom m'entende. Je répète toujours au cas où. Donc voilà un extrait un peu plus court. Peut-être le dispositif un peu plus simple, puisque là, je reste sur les visages. La grosse partie du temps, la personne déroule son compte. Après, il y a de la musique. C'est un petit côté un peu cinéma dans ma tête, mais de la musique. Mais par contre, je fais généralement quand on prélève une information dans un but scientifique, on tente, j'imagine bien, les méthodes de travail je me trompe peut-être, mais j'imagine que les méthodes de travail des ethnologues ou des sociologues, des ethnologues surtout, quand il y a un prélèvement de texte, on tente un maximum d'enlever les parasites, en fait, soit d'avoir une forme assez claire, c'est-à-dire on filme soit la personne en pied, on la garde en temps réel, elle déroule son texte. Mais moi, en fait, je fais des choses peut-être qui peuvent parasiter la lecture. Par exemple, je choisis de faire un flou, de décadrer en faisant monter la caméra vers le feuillage, par exemple. Donc, du coup, ce simple geste de décadrer et de tourner la caméra vers le feuillage, ça dit, ça le fait, ça le dit pas, c'est l'attention est dirigée vers autre chose que la personne qui déclame, en fait. Donc c'est des petites techniques de mise en scène, de filmage, qui font qu'à un moment, je choisis de porter l'attention plus sur le visuel et plus sur un endroit où normalement le texte n'a rien à faire, c'est-à-dire le feuillage derrière et le flou. Donc voilà, donc il y a une intention comme ça où je mets l'accent sur autre chose que le texte. Donc tout en bien sûr, tout en respectant le texte, c'est-à-dire je ne fais pas ça pour dénaturer le texte. Je veux dire, on suit le texte, mais on voit qu'il y a autre chose, il y a une autre dimension que je propose dans ce travail. Voilà. Donc en gros, là, je vous explique grosso modo ma manière de travailler, ma manière après coup, bien sûr, de percevoir le travail, puisque j'ai pour principe de ne pas justifier mon travail par de la théorie avant de le faire. C'est-à-dire, moi, quand je fais ce type de travail-là, je ne me dis pas je vais faire ça, je ne me dis pas je veux les faire pour porter ce sens-là, pour ensuite blablater à leur sujet d'une telle manière. Pour moi, en fait, le travail doit être un maximum indépendant de ce qu'on peut en dire. Donc, en fait, au moment où je fais le travail, il est très intuitif. Je ne me dis pas ce travail a pour objectif d'être accompagné dans une conférence pour qu'on en parle. En fait, pour moi, le travail doit être indépendant. Il doit porter son propre sens en tant qu'objet plastique. Mais là, il se trouve que je suis invité par Patricia pour en parler. C'est ce que je fais assez. En fait, généralement, comme je le disais, j'ai deux types de discours. J'ai des discours sur des œuvres qui ne sont pas les miennes, c'est-à-dire je commande des films japonais, par exemple, et là, il m'arrive de temps en temps d'avoir à commenter, à justifier mon travail plastique, comme chez vous, souvent, en fait, on vous demande en école d'art, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais on vous demande en gros, à un moment, de justifier votre travail par du texte, en fait, par de la théorie. Donc moi, j'étais un peu formé comme ça aussi, même si on m'a souvent dit, en fait, ton travail plastique devrait se passer de toi, tu devrais juste le présenter. Je me souviens de propos de professeurs des Beaux-Arts quand j'étais en 2e ou 3e année qui me disaient en fait, tu ne devrais pas parler de ton travail, tu devrais disparaître et le présenter, quoi. Donc moi, en fait, l'idéal, c'est que l'objet plastique se suffise à lui-même. Mais là, il se trouve que je peux en parler. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai à peu près présenté grosso modo ce que j'avais à dire,
J'aimerais bien quand même qu'il y ait des retours, en fait. Je vous vois tous sur vos portables avec hâte. Vous attendez la fin pour voir. J'imagine que vous êtes un peu là pour checker. Donc, en gros, ouais, je vais vous demander des questions. Donc, j'aimerais quand même qu'il y ait un dialogue avec la salle. Je préfère que ça fonctionne comme ça. Ouais. Je vais peut-être en fait, je vais présenter autre chose, mais toujours dans le cadre des Comores. Je vais présenter plutôt ce qui a été présenté au FRAC l'année dernière, puisque là, j'ai présenté 2 travaux vidéo où le conte, la parole est importante. Mais j'ai 2 autres travaux vidéo réalisés aux Comores où ça ne parle pas du tout, en fait. Donc, je voulais présenter aussi ces travaux-là. Mais je voulais d'abord lancer une discussion sur ces travaux-là où ça parle beaucoup, où il y a de la parole, même si pour la deuxième vidéo, vous n'avez rien compris, sauf si vous pratiquez le comorien. Mais voilà, je suis très curieux d'entendre les étudiants des Beaux-Arts, parce que j'étais étudiant des Beaux-Arts aussi à une certaine époque. Ouais, il y a un étudiant qui a la priorité des étudiants. Tu es bien étudiant? Ouais. Donc, je vais commencer par la première question, en fait, sur la relation entre le politique et le mythologique, le conte. Donc, c'est vraiment, je sais que, enfin, je sais pas en quelle année vous êtes des Beaux-Arts, mais on est dans une période où l'art est très politique, en fait. On est dans une période où il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de questionnements sur la validité ou non des institutions politiques actuelles. Donc, moi, en fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, à votre âge, jusqu'à ma 5e année, le politique ne m'intéressait pas en tant que quelque chose de technique ou de pensable, en fait. Enfin, si, je le pensais, mais pas dans mon travail. Et du coup, cette première vidéo-là où je mêle le conte à la politique, pour moi, c'est 2 types de musicalité qui se mélangent, en fait. Une voix en français, une voix en comorien, une voix qui renvoie soi-disant au réel, la voix du politicien qui dit voilà nos projets. En plus, c'est un candidat, donc il doit séduire. Il dit voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on veut changer dans les lois, est-ce qu'on va islamiser les lois ou pas, est-ce qu'on va mettre en gros, est-ce qu'on va mettre de l'argent dans la construction de maisons dures pour les populations pauvres. Il y a tout un discours qui renvoie au réel, qui est en contraste avec le conte, en fait. Donc, au moment où j'ai monté plutôt, puisqu'en fait j'ai filmé les 2 choses séparément, mais je ne savais pas exactement comment j'allais le monter. C'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'en fait, il était intéressant de mélanger les 2 voix, puisqu'à un moment, elles se mêlent toutes les 2. Je n'ai pas vraiment laissé la vidéo passer entièrement, mais à un moment, la voix en français et la voix en comorien se mélangent et se parasitent, en fait. Et après, on comprend au fur et à mesure le contenu de la voix en français, on identifie le discours, en fait, on identifie que c'est un discours politique avant de tomber sur le visage du candidat, en fait. Donc, au fur et à mesure, tel que la vidéo est montée, on ne comprend pas, on ne saisit pas tout de suite le sens du discours politique. On le construit au fur et à mesure et on a confirmation dans le dernier plan où on voit le visage du politicien qui, en gros, qui dit son projet. Et donc,
pour moi, quelque part, j'étais un peu dans cet état-là, c'est-à-dire, je dirais que je filme souvent dans un état second, il faut le dire, puisque, comme je vous dis, je m'étais rendu très vite compte aux Beaux-Arts que ça ne me plaisait pas du tout d'avoir des idées avant de les réaliser, en fait. Puisqu'à chaque fois que j'avais des idées que je voulais les réaliser, j'arrivais pas à réaliser les idées que j'avais. Donc, je me suis dit, au final, autant ne pas avoir d'idées et plutôt réaliser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et donc, quand je le filme, je suis vraiment à l'instant, c'est-à-dire, je tente de capter des sensations au présent. Et quand je monte, je suis plus comme un musicien qui tente de mêler des sensations, des contrastes de couleurs, de voix, etc. Donc, pour moi, le sens des deux discours, ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment le contraste, c'est-à-dire discours qui s'adressent au réel et discours soi-disant qui s'adressent à l'imaginaire, mais finalement, comme je les croise, peut-être que l'idée qui peut en sortir de ce croisement de ces deux discours, c'est que finalement, la frontière entre les deux n'est pas si évidente que ça, quoi, qu'il y a de la mythomanie dans le discours du politique, et il y a du mythe dans le discours mythologique, sauf que le discours du mythe, le discours de la légende, il s'annonce comme mensonge, en fait. C'est-à-dire, généralement, les contes comoriens commencent par s'annoncer comme étant de la fabulation. Le conte commence comme ça, c'est une fausse histoire, etc. etc. Donc, finalement, est-ce que vaut mieux un discours qui s'annonce comme étant un faux discours ou un discours qui s'annonce comme étant vrai, tout en sachant qu'il est dans la séduction et dans, quelque part, une fausse promesse, voilà. Donc pour moi, à ce niveau-là, c'était ma relation politique. Après, c'est devenu un peu plus compliqué, mais là-dessus, c'était ça. Deuxième question, c'était le fait de choisir de ne pas traduire le texte. Donc, pour moi, la musicalité est très importante de la langue. Donc, j'ai jamais présenté cette vidéo-là sous-titrée, en fait. La première fois que j'ai présenté, c'était plutôt dans un cadre ethnologique, au Musée national d'ethnologie à Osaka. Et j'avais distribué le texte traduit, mais sur papier. Et j'avais accompagné le texte plutôt pas du tout, je n'expliquais pas le texte de manière plasticienne, je disais juste en gros, voilà, c'est un résultat de recherche, on a été sur le terrain, voilà ce que je peux dire des contes comoriens à l'état actuel, etc. Donc c'était un colloque où je faisais un retour de terrain, mais dans témoignage plutôt ethno, voilà. Le premier titre, c'est Mrazan Congo Manga. En fait, c'est le titre du conte. C'est les mails de Congo Manga. C'est quoi ça? Non, la première vidéo, c'est pas traduit. Je choisis de pas traduire c'est peut-être une mauvaise technique, hein, mais généralement, j'aime bien l'idée que parfois on reçoit des textes en traduction. Donc, j'avais gardé Mrazan Congo Manga. J'ai longtemps hésité à traduire. Parce qu'en fait, la vidéo, j'ai présenté la première fois, comme j'ai dit, à l'Artothèque en 2006. Après, plus récemment, j'avais refait un montage, parce que là, c'est un montage plus récent que j'ai présenté au Festival du film d'Amiens en 2017. Et et je m'étais posé la question, est-ce que je dois mettre le sens du titre ou pas, mais finalement, non, j'ai laissé comme ça. J'étais vraiment posé la question. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère laisser ça comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu comme les moments, sauf que dans la première vidéo, c'était plus contrôlé, c'est-à-dire je choisis un moment de mettre le son de la voix, parler plus basse que l'océan. Mais là, comme j'avais dans le moment de tournage, j'avais ce cri d'enfant, je trouve ça, je l'ai gardé, quoi. Donc, pour moi, c'est...
Parce qu'en fait, comme je le dis, le texte, pour moi, il ne vient pas en tant que texte pur, en fait. Il vient en tant que texte musical, texte dans un contexte où il y a beaucoup d'autres éléments, quoi. Donc, pour moi, c'est le texte et l'espace. C'est-à-dire, le texte, il doit être lié à l'espace que je filme, donc qui est de l'eau qui tombe pendant le temps, qui est des éléments autour. Pour moi, ça participe d'un approfondissement du plan. Voilà. Donc, quand je fais ça, ça me paraît logique, quoi. Moi, je ne me pose pas la question, je le fais régulièrement. C'est-à-dire, il y a deux choses qui interviennent dans mes vidéos, généralement. Vous avez vu, il y a beaucoup de musique. J'ai un peu de musicien, donc j'utilise souvent la musique. Mais aussi, généralement, j'aime bien travailler le plan. En fait, le plan, il peut être stable, mais il doit être approfondi par le son, c'est-à-dire par du hors-champ, du son qu'on entend à l'extérieur, ou du son qu'on peut entendre dans le fond, ou bien un espace qui tout d'un coup... je vous montrerai peut-être des extraits pour illustrer un peu ce que je dis. Je vous montre un truc qui n'a rien à voir, justement. Ok. Hachikochi, là, pareil, c'est où ça? On partage l'écran comme ça. Je montrais quelque chose que j'ai filmé la même année que... Okay. Là, je balance celui-là. Donc, je vous montrais une vidéo que j'ai faite la même année que la vidéo comorienne, mais cette fois, c'est à Tokyo. Et je vais un peu illustrer ce que j'ai dit par en fait, la manière dont, pour moi, un plan fixe doit être peuplé par le son, quoi. Qui permet, pour moi, de créer la profondeur du plan. Là, j'avais fait le même truc, j'avais fait Hachikochi, je n'avais pas traduit. En japonais, voilà, Hachikochi, ça veut dire par-ci, par-là, en japonais.
Comment? De la dispute, c'est qu'elle ne comprenait pas l'objectif, en fait. En fait, c'est-à-dire, au début, il y avait un plan. On devait faire un film, ça devait être une fiction, action, etc. Sauf qu'en fait, je lui explique, mais là, je suis en train de filmer le film, déjà. Donc, elle ne saisit pas pourquoi ce qu'il y a sur le papier et pas ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, moi, je lui dis, pour moi, c'est deux choses différentes, du papier, une caméra, en gros. Elle me dit, ouais, c'est le même contenu. Je lui dis, non, ça, c'est une caméra et ça, c'est du papier. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est une cinéphile, hein, c'est une personne qui est très calée en cinéma, mais elle a une culture du cinéma qui est plutôt cinéma, quoi. C'est-à-dire, on se prend dans un endroit, on dit action, on tourne. Alors que moi, je lui dis, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le cours de la vie, c'est ce qui est en train de se passer là en ce moment. Moi, je pose ma caméra et là, je suis en train de faire le film, quoi. Donc, saisissez pas cette manière de faire qui est plutôt beaux-arts, art plastique, voilà. Enfin, art plastique, enfin, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus une culture. On peut se permettre beaucoup plus de choses en école d'art avec une caméra qu'en étant formé à une écriture cinématographique. C'est-à-dire, en école d'art, on peut tout se permettre. En fait, il n'y a pas de limite avec une caméra. Comment? Mais la nouvelle vague, ça reste quand même du cinéma. Oui, il y a une forme d'improvisation des tournages, une forme de vampire. En gros, Godard, il dit, il filme son actrice comme sa femme. D'ailleurs, c'est sa femme en fait qui filme Anne Wiazemski. Il la filme dans l'appartement. Il dit ce qu'elle peut me donner en fait en tant qu'étant ma femme dans mon appartement, ça m'intéresse autant que ce qu'elle pourrait me donner en tant que personnage écrit en fait. Donc oui, il y a quelque chose de ça dans la nouvelle vague, mais ça reste quand même moins expérimental, je dirais tout simplement. Alors qu'il y a une culture de l'expérimentation en école d'art qui fait qu'on peut
On peut à peu près tout se permettre. Elle est cinéphile, mais elle a besoin qu'il y ait action, il y ait, voilà, il y ait ce genre de choses. À un moment, elle me dit, ben, pourquoi on ne fait pas action, on déroule l'action et couper, quoi. Moi, je lui dis non, voilà, ça n'était pas dans le même... donc, en fait, j'ai présenté ces images-là pour présenter quelque chose qui est très différent de ce que je vous ai montré au départ. C'est-à-dire là, la parole, elle est beaucoup plus... c'est pas une parole préparée comme étant enfin, c'est pas une parole de conte ou de politique, c'est-à-dire une parole préparée, c'est une parole qui arrive à l'instant, c'est une parole qui arrive au milieu de nulle part, en fait. Il y a du bruit, ça arrive, on entend, on repère bien qu'on est dans un restaurant puisqu'on entend bien, enfin, le fond avec tout le monde qui parle en même temps. Donc, en gros, c'est pas le même type de parole. Et là, c'est vraiment, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus, voilà, là, ce que j'ai là, c'est, il y a plus de place pour le cri du bébé que pour la parole, alors que là-bas, il y avait plus de place pour la parole que pour le cri de bébé qui arrivait comme un parasite. Là, c'est plutôt des proportions inverses, quoi, c'est-à-dire ce qui correspond au cri de bébé est dominant et la parole qui doit faire sens est sporadique. Donc, je dirais, voilà, c'est un peu ça. Et donc, comment ? Ah, moi, je trouve ça formidable. Non, mais dans le sens que pour moi, c'est factuel. Enfin, en gros, pour moi, d'une manière purement pratique, il y a deux choses. Il y a une production en plastique. L'artiste a deux moyens pour la contrôler. C'est-à-dire, soit il impose sa parole, sa manière de percevoir l'œuvre comme étant la parole qui doit faire autorité sur l'œuvre. C'est-à-dire, ce qu'il va dire comme discours doit être l'unique source de compréhension de l'œuvre, ou soit il fait ce qui arrive toujours avec une œuvre, c'est-à-dire il parle, mais à côté, il y a d'autres personnes qui en parlent, et l'œuvre se trouve dans un espace démocratique où n'importe qui, que ce soit un scientifique, un enfant, une personne qui tombe sur l'œuvre, donne un jugement qui, pour cette personne-là, va lui paraître aussi légitime que pour n'importe quelle autre personne. En fait, c'est une déposition, enfin, je dirais, ce qu'on appelle une œuvre d'art. Elle est dans cette situation un peu bizarre où il n'y a pas d'autorité claire sur ce qu'il faut penser de l'œuvre, en fait. Il y a des tentatives d'autorité, mais je dirais finalement, je veux dire, un mathématicien sur un problème mathématique, il a très clairement l'autorité. Il n'y a pas à discuter. On peut prendre des sciences un peu moins... je sais pas moi, je vous ai donné l'exemple du sémioticien. Le sémioticien, quand il prend un objet et qu'il le dit avec une parole de sémioticien, sa parole, si on a bien identifié comme étant une parole de sémiotique, on se dit, cette parole-là, elle a besoin d'un langage technique, d'une connaissance préalable avant d'être, voilà, en gros, de pouvoir être discutée. Alors que la parole sur l'œuvre, elle est totalement dans un espace démocratique où elle peut discuter. Pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est une évidence, enfin, dans le sens où, je suis désolé, mais on vit dans un monde où il y a de la médiation. Il y a la parole des artistes qui est en concurrence avec les paroles autorisées par la médiation. Il y a différents critiques qui publient dans des objets autorisés, ISSN, ISBN, des bouquins, des revues, qui en plus ont des points de vue opposés, polémiques, des contradictions internes à leur discours, des contradictions d'un discours à un autre. Donc en fait, l'objet artistique est plutôt dans une situation que je dirais qui ressemble un peu à celle de l'objet politique, je dirais. Dans le sens où quand on a une situation politique, on a tendance à penser que n'importe quelle parole sur cette situation politique est valable. En gros, il n'y a pas de... Il y a l'objet de la parole politique est un objet démocratique, et je pense que l'objet d'art est un peu dans cette situation-là. Même si, voilà, il y a plus ou moins... Il y a plus ou moins des choses qui paraissent plus soutenues, comment dire, plus
crédible, voilà, que d'autres. En gros, voilà pour répondre à la question de Jess. Oui. Il y a un DVD, un tribune vidéo CDJ, je pense qu'il y en a un. Donc, je pense qu'à un moment, il y avait une revue là, qui s'appelle Indigo là, qui avait mis une des vidéos en ligne, mais je ne sais pas si c'est encore en ligne, il faut vérifier. Ils ont un site, hein, ils avaient mis une vidéo en ligne, mais je ne sais pas si c'est encore dessus. De loin, quoi. Ouais. Après, j'en avais discuté, puisqu'il m'avait dit qu'il voulait faire une partie un peu expérimentale, vidéo d'art, mais on n'a pas abouti dans la discussion. Mais Tank, je crois qu'on m'avait filé un mot de passe. Un pote m'avait filé une entrée gratuite sur Tank, mais je ne me suis pas abonné moi-même. Je suis plutôt en piratage illégal. J'avoue. Donc, je vais vous montrer un dernier extrait. Je retourne aux Comores, parce que là, je fais après, ce n'est pas un détour. C'est pas un détour idiot, là, la vidéo sur le Japon, parce que j'ai pas mal parlé du Japon. Donc, pendant que je faisais mon travail avec les ethnologues et que je leur montrais des vidéos des Comores, je me suis dit, je vais filmer chez eux aussi. Donc, je vais filmer ça chez les Japonais. Donc, voilà. Donc, j'ai montré un extrait. Ça, c'est une vidéo beaucoup plus récente, en fait, qui date de 2013, tournée aux Comores. Beaucoup plus récente, elle a quand même 7 ans, je me fais vieux. Donc, dans celle-là, je l'ai montrée en entière, elle ne parle pas du tout. Il y a peut-être un lien à faire avec la vidéo de Tokyo.
C'était le dernier extrait que je vous montrais, donc c'est peut-être fait le lien. Enfin, il y a un lien possible. Enfin, forcément, c'est moi qui filme, donc il y a un lien possible avec la vidéo japonaise. J'ai filmé le bras de comment il s'appelait, de Reiko, un peu énervé comme ça, en train de bouger sa serviette. Là, j'ai filmé la main de la petite fille en train de faire des gestes qui n'ont pas de sens du jeu, quoi, avec ses mains. Et là, pareil, vous avez un titre en comorien qui n'est pas traduit, Mpimbe. En fait, ce coup-ci, il est un peu important à connaître le titre, puisque Mpimbe, en fait, c'est un statut social. C'est le statut social de la fille, de la petite fille. C'est des filles placées dans des familles. Elles sont placées dans un statut, on va dire, d'esclavage moderne, en fait. C'est-à-dire, c'est des familles plus aisées qui vont chercher qui vont voir dans des familles plus pauvres si elles ont des enfants, des bouches en trop, comme on dit, qu'elles n'arrivent pas à nourrir. Donc, elles récupèrent l'enfant, l'éduquent, mais en échange, elle fait les tâches ménagères. Voilà. Mais donc, c'est une fille de 6 ans qui va commencer à faire des tâches ménagères. Et voilà. Donc, cette vidéo-là, je l'ai montrée parce qu'elle est totalement opposée aux autres vidéos comoriennes qui sont des vidéos de parole. Là, on a une vidéo sans aucun mot et sans aucun. Si je ne vous avais pas contextualisé la chose, peut-être que vous auriez juste perçu ça comme une espèce de portrait d'enfant. Ce que c'est, en fait, c'est un portrait d'enfant. J'ai pas non plus. Même si c'est là où la parole que je donne, elle est un peu dans une position assez bizarre, je dirais, puisque en même temps, je me dis, on ne peut pas regarder cette vidéo sans qu'il y ait un élément de contexte. Et je suis, avec une personne qui connaîtrait l'origine du terme Mpimbe, je suis la personne qui peut donner le sens de ce contexte-là. Donc, c'est un peu compliqué, mais en même temps, j'ai envie que ce portrait de petite fille soit réduit à ce statut social. J'ai pas envie, en fait, que le portrait soit réduit au statut social. J'ai pas envie juste qu'on voit une espèce de sujet sociologique ou voilà. Mais en même temps, je suis obligé de donner ce contexte-là. Donc, pour moi, il fallait voir vraiment une petite fille qui joue à l'instant, mais quand même, l'élément de contexte est important. Donc, voilà. Dans 80% des vidéos, oui, c'est Richard Georges, on bosse ensemble depuis le lycée. Donc, on a 20 ans, même plus. Un peu plus de 20 ans de collaboration. Voilà. Oui, j'ai une utilisation assez classique de la musique. Des fois, j'ai tenté de parasiter un peu cette utilisation un peu classique, puisque c'est finalement, on pourrait dire, grosso modo, musique d'ambiance. mais pour moi, on pourrait dire, oui, c'est très important, surtout que ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Donc, on est un vieux couple, donc voilà. Donc, je laisse ouvert aux questions, encore une fois. Puisque c'est la dernière ouverture aux questions. Après, voilà. Questions? Hâte? Oui. Pour ce qui est des comptes, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et je l'accepte totalement. C'est-à-dire, en fait, je vais donner la situation. C'est donc, j'ai une amie japonaise, pour la première, hein, la plus longue, celle qui est sous-titrée. Enfin, en tout cas, la toute première, j'ai une amie japonaise qui va aller aux Comores, qui demande à aller sur le terrain, trouver des gens. Donc, on trouve un guide qui va nous dire, là-bas, j'ai repéré des compteurs. Donc, on accompagne le guide, on rencontre les compteurs sur place, donc on se rend compte vraiment de qui va compter au moment où on arrive.
Là, c'est vrai qu'on a eu plutôt des adultes qui comptaient et c'était plutôt des enfants qui étaient à l'écoute. Deuxième situation, j'y vais plutôt avec des ethnologues. On a déjà fait beaucoup de terrain. On a été à Mada, on a été ici à La Réunion, je crois, pour trouver des diasporas comoriennes qui puissent raconter des contes. Et enfin, on va aux Comores en 2010. Et là, pareil, même situation, c'est-à-dire on demande à une personne de nous guider, de trouver quelqu'un sur le terrain. Et là, on tombe sur des enfants. Donc, en gros, là, vraiment, c'est... mais c'est souvent la situation un peu bizarre, c'est que souvent quand on va voir les personnes matures, par exemple, quand on va les voir, qu'on leur dit, pour nous c'est important de prendre des comptes, ils nous demandent pourquoi est-ce que vous voulez des choses aussi futiles. Les adultes nous disent pourquoi vous voulez qu'on vous raconte des choses aussi futiles. Les plus jeunes le font peut-être plus spontanément. Donc, mais il y a un côté, c'est rentré. Enfin, je sais pas. Je peux pas. Je suis pas ethnologue. Je sais pas quelle était la place des contes dans la société avant le moment où je suis sur le terrain. Et je peux pas supposer, mais en tout cas, la plupart des personnes disent, pour eux, c'est des contes, quoi. C'est-à-dire, c'est des histoires à raconter avant de dormir. Je ne sais pas si la mythologie est dedans. Souvent, on nous raconte aussi que les contes avaient une dimension satirique à l'époque où ils étaient, à l'époque d'avant la colonisation française, c'était des éléments de critique de l'autorité, qui avaient ça, mais je ne sais pas. En tout cas, pour les gens actuellement, c'est pour les enfants, quoi. Oui. Pour moi, mon carnet de voyage, c'est mes vidéos, je dirais. Mais j'ai fait beaucoup de lieux, quoi. J'ai filmé Tokyo, comme je disais, j'ai fait aussi des résidences. Il y a pas mal de vidéos de paysages en jardin, dans des résidences d'artistes dans la campagne française aussi. Donc, souvent, mes vidéos, c'est à part les Comores, j'ai deux types de vidéos. J'ai des vidéos où c'est un voyage, où c'est un contexte, genre une résidence où j'arrive dans un lieu que je ne connais pas, que je n'ai pas fréquenté avant et où je prends mes marques et je crée quelque chose à partir de là. Donc, c'est un petit côté carnet de voyage. Et il y a des vidéos où j'ai une idée quand même, un minimum une idée. Je me dis, j'ai envie de raconter ça. Et je vais faire un repérage, par exemple, à La Réunion, de lieux où j'ai envie de filmer. Là, c'est autre chose, quoi. Je n'ai pas un contexte précis. J'ai plus, je recueille je sais pas, en gros, c'est ça. En tout cas, il y a ces deux démarches-là, mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est de ne pas prévoir ce qui va apparaître dans mes images et de ne pas programmer ce que je vais filmer. Moi, je ne suis pas du tout dans la programmation. C'est-à-dire, j'ai rien contre ça. Hein. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire ce qu'ils vont créer, qui ont besoin de le théoriser avant ou de créer une espèce de plan de tournage ou un plan des éléments qu'ils vont recueillir au moment où ils vont se mettre à réaliser. Mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans, en fait. Moi, j'ai besoin que tout soit totalement intuitif. J'ai besoin j'ai besoin que les éléments, pas que les éléments me surprennent, en fait, je n'ai pas envie d'être surpris par ce qui arrive, mais j'ai besoin que ce soit l'instant qui prime, en fait, le présent. C'est-à-dire, pour moi, le tournage, c'est le moment. Je peux pas. Par exemple, quand on préfigure une image, l'image elle est toujours beaucoup plus pauvre que ce qu'on peut rencontrer dans l'expérience réelle. Enfin, c'est-à-dire, sauf si on a envie de contrôler tous les éléments du plan, mais moi je suis dans la prise de vue. C'est-à-dire, la prise de vue pour moi, c'est quelque chose de. Parce qu'en fait, je peux dire, dans une pièce de théâtre, par exemple, il y a une scène, il y a des éléments limités, il y a des déplacements qu'on peut programmer, il y a un texte qu'on peut écrire. En tout cas, il y a une espèce de limite des éléments qu'on peut percevoir sur la scène, en fait. Alors que dans la prise de vue, comme on a affaire à un espace très ouvert, qui n'est pas un espace totalement artificiel, comme peut l'être un espace de théâtre, etc., c'est-à-dire, je n'ai pas envie d'employer le terme, mais on est face au réel, je vais quand même l'employer.
Et dans le réel, en fait, pour moi, la relation réelle, c'est la capacité à saisir justement ce qui est réel. Et pour moi, ce qui est réel, c'est ce qui peut, c'est le maximum d'ouverture possible à ce qui peut être perçu à l'instant même. Alors que ce qui ne serait pas réel, ce serait ce qui serait préfiguré en amont et qu'on tenterait de faire correspondre à ce qui a été préfiguré avant. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de préfiguration de ce que je vais produire au moment où je le fais. C'est la distinction que je fais entre, je dirais, une méthode de préfiguration, enfin, une préfiguration des éléments qui doivent qui doivent faire sens dans l'œuvre, et une méthode où il n'y a pas de préfiguration, où c'est l'instant, l'ouverture maximale à ce qui peut arriver, qui doit produire finalement le travail final. Comment? Voilà. En gros, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, là, je l'explique, mais moi, je ne le pense pas comme ça. Là, tu me poses une question et j'y réponds. Mais je ne vais pas me mettre à... Je ne théorise pas, en fait, quand je fais. Mais maintenant que tu me poses la question, je me dis, bah, comment y répondre? Voilà. Donc, c'est comme ça que j'y réponds. Voilà. Donc, voilà. Oui. Souvent, surtout dans les premières vidéos, parce qu'en fait, à un moment, on est devenu tellement complices avec mon compère musicien qu'on n'avait plus besoin de se parler. Mais au début, les 5 premières années, je lui disais, ben ouais, j'aimerais bien qu'il y ait cette sensation-là. Voilà le type d'image qu'on va faire. Des fois, il était sur le tournage. Donc, lui, il était assez intuitif, mais la musique arrivait quand même après les images. C'est-à-dire, lui, il avait quelque chose, par contre, qui était préfiguré. C'était un certain rythme dans le montage, des tonalités dans les images, et lui s'adaptait à ce que je lui proposais. Donc, ce n'est pas du free jazz, c'est pas, voilà, c'est une musique qui s'adapte à ce que je lui propose. Voilà. Donc, il y a d'autres questions? Je sens qu'il y en a qui sont sur leur portable. Hein, ils sont... Du coup, je crois qu'on peut conclure. Ok, merci d'être venu, de m'avoir écouté. Et bonne. En tout cas, je m'identifie, comme je le dis tout le temps, je m'identifie vachement aux étudiants quand je suis là, comme j'étais à votre place. Donc, voilà. Vous êtes première année, deuxième, troisième, tout? 3, 2, ok. 3. Ah bah super, en tout cas, voilà. Bonne continuation aux Beaux-Arts. Au revoir.